Donc voilà, je me présente, je m'appelle Julie Paiement, je suis criminologue et je suis intervenante pour le CAVAC de Laval. Je fais partie de l'équipe dédiée à l'intervention en exploitation sexuelle. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation sur comment soutenir les personnes victimes d'exploitation sexuelle lors du dépôt là, d'une demande d'indemnisation à l'IVAC. Bonjour, donc moi c'est Ansel, donc je suis sexologue. Je suis aussi dans l'équipe dédiée d'intervention d'exploitation sexuelle, là, donc on s'appelle le Ladies, mais pour le CAVAC de Montréal. Rapidement, on va vous parler un peu des services du CAVAC. Le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Euh, Nous, dans le fond, on intervient auprès là, des victimes de tout acte criminel et dans le fond, là, qu'il y ait plainte policière ou non, nous, au CAVAC, on va rencontrer les victimes. Comme Anne dit, Anne et moi, on fait partie de l'équipe vraiment là, dédiée à l'intervention d'exploitation sexuelle. Dans le cadre de nos services, on va rencontrer les victimes dans le cadre de suivi individuel où on parle de l'intervention post-traumatique et de l'intervention psychosociale. Donc, on va travailler les réactions post-traumatiques suite à un acte criminel. On a aussi un groupe de soutien pour les proches de victimes d'exploitation sexuelle. Donc, c'est un groupe de soutien qui est provincial, qui se fait en ligne et qui est donné par, dans le fond, l'ensemble du réseau des CAVAC. On offre de l'accompagnement socio-judiciaire, c'est-à-dire que chacun des CAVAC a un local dans tous les palais de justice au Québec. Donc, le matin, c'est là qu'on fait l'accueil des personnes victimes. Donc, on peut les préparer et les accompagner en salle de cours lors de leur témoignage. On va aussi faire de l'assistance technique pour remplir différents formulaires, dont le formulaire IVAC, là, qu'on va vous parler ce midi. Et pour terminer, on fait aussi des références personnalisées là, vers les ressources selon les besoins des personnes victimes. Parfait. Donc, nous, donc on a dit tantôt, on fait partie de Ladies. Qu'est-ce que c'est? Ben, on est une équipe provinciale, en fait, qui est composée de 6 intervenantes et d'un coordonnateur. Donc, on est vraiment une équipe récente, là. On est en poste depuis dès 2022, début 2022 à peu près. Donc, vous voyez un petit peu le petit organigramme de notre équipe, là. Donc, il y a Marc-André Bonneau, qui est notre coordinateur provincial. Donc, il y a donc Julie et moi. Au CAVAC de Montréal, il y a ma collègue aussi, Sophie Ducharme. On a Marie Lemieux-Richard qui est au CAVAC de la capitale nationale, Marilyn Thibault-Moré au CAVAC de l'Outaouais et Lynne Marie Boily qui est au CAVAC de la Montérégie. Donc, excepté ma collègue Sophie Ducharme, qui, elle, est au service d'enquête spécialisée là, avec le SPVM, donc, qui est le module de lutte au proxénétisme. Nous sommes toutes là, dans les bureaux de la Sûreté du Québec avec les enquêteurs de l'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme. Et on est toutes spécialisées dans l'intervention auprès des victimes d'exploitation sexuelle. Donc, c'est sûr que nous, nos modalités d'intervention sont légèrement, bien entendu, on offre tous les services de base que le CAVAC offre, mais nos modalités d'intervention sont différentes un peu. Donc, au niveau déjà de la disponibilité. Donc, ça veut dire qu'on a une réponse très rapide. Quand on a une référence, là, la personne, elle est contactée majoritairement dans les 24 heures, maximum 48 heures. Au niveau de la flexibilité. Donc, même si on travaille toutes majoritairement 2 jours, on peut s'ajuster au niveau de nos horaires pour mieux correspondre aux besoins là, des personnes victimes qu'on accompagne. Au niveau des rencontres, on fait autant des rencontres en personne, Zoom, téléphone, on peut se déplacer, aller dans les endroits publics aux besoins, etc. Donc, on essaie de vraiment de s'adapter. Au niveau de la proactivité aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on a une référence, si on sait que la personne est consciente à recevoir des services du CAVAC, on va appeler nous-mêmes la personne pour proposer nos services. On a aussi des procédures de relance. Donc, dans le cas où les personnes, par exemple, ne se présentent pas là, à leur rendez-vous ou si ça fait un certain temps qu'on n'a pas une nouvelle, on va les relancer pour prendre de leurs nouvelles. Puis au niveau de la concertation et de la collaboration, donc bien sûr, là, on collabore avec beaucoup d'organismes là, pour s'assurer de créer un filet de sécurité autour de la personne. Donc, on fait beaucoup de références personnalisées là, pour aider ces personnes à accéder aux services. Donc,
Qu'est-ce que c'est l'IVAC? Donc, comme on a dit tantôt, nous, on est le CAVAC, donc le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. L'IVAC, c'est le régime d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels et c'est régi par une loi. Donc, cette loi, c'est la LAVVIC, qui est la loi qui vise à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. À qui ça s'adresse l'IVAC en ce moment? Donc, ça s'adresse à toute personne qui est victime d'un acte criminel. Donc là, c'est bien important qu'on parle des crimes contre la personne. Donc, tous les crimes qui sont présents au code criminel contre la personne. Donc, c'est quand même important à savoir parce que, par exemple, une personne qui est victime de fraude, malheureusement, ne pourrait pas recevoir une indemnisation de l'IVAC. Important aussi de savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir une plainte pour avoir droit à l'IVAC. Donc, même une personne qui a jamais porté plainte, qui ne compte pas porter plainte, peut avoir droit à l'IVAC. Ça s'adresse aussi aux proches de cette personne victime. On parle de parents, grands-parents, petits-enfants, fratries, etc. Ça peut être une personne significative là, qui est désignée par la personne victime, des témoins, donc des témoins qui auraient été sur les lieux durant l'acte criminel ou qui l'auraient entendu. Ça peut être aussi par un moyen technologique, donc par exemple quelqu'un qui aurait été au téléphone avec la personne victime pendant l'acte criminel. Ça s'adresse aussi aux intervenants intervenantes qu'on appelle aussi les sauveteurs. Fait que ça, c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait été comme le premier répondant, qui aurait assisté la personne victime suite à l'acte criminel. Dans le cas où est-ce que pour X, Y raison, la personne ne pourrait pas avoir droit à la CSST, ben l'IVAC pourrait aussi indemniser cette personne-là. Donc, de quoi a-t-on besoin pour faire une demande? Bien sûr, c'est de remplir, oups, pardon, c'est de remplir le formulaire d'IVAC. Il y a un formulaire pour les personnes mineures, donc les personnes âgées de moins de 14 ans. Et il y a un formulaire pour les personnes âgées de 14 ans et plus. Donc, ici, je vais vous montrer, vous me direz si vous voyez. C'est correct? On voit le formulaire? Non, on ne le voit pas chez nous. Je vois juste la diapo. D'accord. Tu me diras. Là, tu le vois pas, hein? Mais là, ça Non, va fonctionner parce qu'il faut partager l'écran, pas juste le PowerPoint. Je crois que maintenant, ça va fonctionner. Ah, Là, ça va. Est-ce que ça fonctionne? non. OK. Je vais. Je vais le faire comme ça va peut-être être mieux. Est-ce que là, vous le voyez? Hmm. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est parce que ça partage juste le PowerPoint. OK. Euh, Je vais. Est-ce que si tu arrêtes de partager et tu recommences, est-ce que tu peux essayer de faire ça comme ça? Pour Ouais, répondre je aux pense. questions, oui, on va. Ah, Là, on le ça voit, fonctionne. on le voit, on le voit. OK, je touche plus à rien. Donc, je vous montre rapidement un formulaire IVAC à remplir. Donc, la partie 1, c'est vraiment là, des informations à propos de la victime, le nom, prénom, l'adresse, les coordonnées et tout ça. Euh, Par la suite, à la section 2, c'est les informations en lien avec l'événement. Donc, quand il s'agit d'un événement unique, on inscrit la date de l'événement à gauche. Et quand c'est un événement qui est sur une période de temps, on écrit la date de début, la date de fin. Donc, souvent, dans les situations en exploitation sexuelle, on va inscrire l'événement sur une période de temps. Donc, on va inscrire la date du début, la date de fin de la situation d'exploitation sexuelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il y avait plus qu'une situation, par exemple, qu'il y a eu deux situations différentes avec deux proxénètes différents, à ce moment-là, il faudrait remplir deux formulaires IVAC. Donc, un par situation ou par proxénète, mais on pourrait inscrire les actes criminels là, qui se sont produits au cours de cette période-là. Si je descends un peu plus bas, le lieu, on n'a pas toujours la rue, là, je veux dire, mais dans le fond, on peut inscrire là où les villes dans lesquelles ça s'est produit ou là où les provinces ou États
où la situation d'exploitation sexuelle s'est produite. Et ensuite, en bas, on a décrit les circonstances de l'événement. Donc, c'est là, dans le fond, qu'on doit inscrire c'est quoi l'infraction criminelle dont la personne a été victime. Donc, c'est là qu'on va inscrire que la personne est victime d'une situation d'exploitation sexuelle. On n'est pas obligé de détailler vraiment en profondeur les événements ou la situation. Tu sais, à partir du moment où on voit qu'il y a une situation d'exploitation sexuelle, on peut aussi mettre, bon, s'il y a eu, par exemple, des voies de fait, agression sexuelle, tu sais, s'il y a eu d'autres infractions, on peut l'ajouter, mais c'est pas nécessaire d'aller dans les détails euh, de l'infraction. Ça pourrait, là, des fois, amener une certaine revictimisation. Euh, Par la suite, ici, dans le fond, c'est que si l'événement a été rapporté à un corps de police, on peut mettre le nom du corps de police et le numéro du rapport d'événement. IVAC ne va pas automatiquement aller voir tous les rapports de police. C'est vraiment au besoin ou s'ils veulent aller chercher plus d'informations, ils pourraient faire la demande du rapport de police, mais c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Pour la partie 2, elle doit être remplie seulement si l'infraction a été perpétrée à l'extérieur du Québec. Si c'est pas le cas, si c'est juste au Québec, on n'a pas à le remplir. Si c'est à l'extérieur du Québec, par exemple, dans d'autres provinces canadiennes, aux États-Unis, ailleurs, on doit seulement remplir là, c'était quoi le statut de la personne au moment de l'acte criminel, au moment du dépôt de la demande. On doit dire si la personne, elle est domiciliée au Québec. Et si la personne est restée plus de 183 jours, en fait, si elle est à l'extérieur du pays là, pendant plus de 183 jours. Puis on va vous montrer pourquoi là, tout à l'heure dans notre présentation. La partie 3, on doit seulement indiquer si la personne a fait une demande en vertu d'un autre régime public, donc que ce soit CNESST, la SAAC ou un régime d'indemnisation dans une autre province ou État. Il faut l'inscrire à ce moment-là. La section 3, qui sont les préjudices. Donc, c'est vraiment de décrire les atteintes physiques, psychologiques. Donc, c'est important d'écrire, dans le fond, tous les préjudices dont la personne qu'elle a subi ou qu'elle subit présentement. S'il y a un arrêt de travail, des choses comme ça, c'est important aussi de l'écrire. Si on n'a pas assez d'espace, que ce soit pour l'événement qu'on a vu un peu plus haut, que ce soit pour les préjudices, il y a de l'espace là, juste en bas du formulaire que je vais vous montrer pour aller rajouter de l'information. Au niveau de l'évaluation de santé, depuis le changement de loi là, le 21 octobre 2021, le 13 octobre 2021, pardon, je me suis mélangée dans mes dates. Depuis le 13 octobre 2021, c'est plus nécessaire d'avoir un papier de médecin ou un papier d'un professionnel de la santé quelconque. C'est qu'avant ça, il demandait d'avoir un papier d'un professionnel de la santé. Maintenant, ce n'est plus requis là, pour faire une demande. Ensuite, dans le fond, c'est la fin du formulaire seulement pour dire s'il y a une autorisation à ce qu'IVAC entre en contact avec le professionnel de la santé au besoin. S'il y a une demande qui est intentée en justice à la Cour civile, à ce moment-là, on peut l'inscrire ici, là, c'est quoi le recours qui est intenté au civil, le montant demandé. Sinon, on fait juste cocher non. Et la victime signe le formulaire disant que la demande est véridique et complète. Et ici, c'est l'espace supplémentaire, là, comme je vous disais, pour rajouter de l'information au besoin. Donc, voilà pour le formulaire. Je vais juste remettre le PowerPoint. On le voit, juste pour être certaine. Oui, OK, on le voit. Donc, en complément, qu'on peut ajouter, par exemple, à un formulaire IVAC, une évaluation de santé, si jamais la personne victime, elle lance sa possession et qu'elle veut l'ajouter à la demande IVAC, aussi pour je vais vous montrer un petit peu plus loin, là, si jamais il y avait une perte de revenus ou un montant d'argent, à ce moment-là, là, il demanderait un papier du médecin, mais je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Une déclaration de revenu d'emploi, si jamais c'est le cas, si jamais la personne victime d'exploitation sexuelle, elle a un emploi aussi et qu'elle n'a pas ce revenu-là, elle pourrait remettre un document pour
montrer c'est quoi le salaire, son emploi et tout ça. Et la procuration, c'est un document que la victime peut compléter si jamais elle souhaite que quelqu'un parle avec l'agent à l'indemnisation, comme par exemple avec nous. Des fois, ils souhaitent que nous, on entre en contact avec l'agent d'indemnisation parce que des fois, c'est difficile là, de comprendre quel document. Elle doit envoyer des choses comme ça. Donc, elles peuvent signer une procuration et ou une autre personne de son entourage peut parler avec l'agent d'indemnisation à ce moment-là. J'ai vu qu'il y avait une question là, sur si IVAC peut rembourser là, pour faire enlever, par exemple, des tatouages. La réponse est oui. Donc, c'est quel genre de choses qu'IVAC peut rembourser. Donc là, on va vous parler un petit peu des services ou indemnisations qui sont possibles. Encore une fois, on rappelle, on n'est pas IVAC, là, donc on ne pourra pas aller dans les gros détails là, exacts. Faut toujours se rappeler aussi que chaque dossier est différent. Donc, on va juste vous dire en gros qu'est-ce qui peut être possible là, quand une personne est acceptée à l'IVAC. Donc, tout d'abord, mais il y a la réhabilitation psychothérapique et psychosociale. Donc, qu'est-ce qui est vraiment bien là, maintenant, c'est que toutes les personnes victimes qui ont subi directement l'atteinte, les parents d'un enfant décédé ou les témoins, ont droit à des rencontres illimitées, si on veut, ou jusqu'à ce que ça réponde aux besoins avec un professionnel qu'on appelle fournisseur IVAC. Aussi, maintenant, avant, là, c'était juste comme des psychologues et psychothérapeutes qui pouvaient offrir là, des services pour des personnes qui ont été acceptées à l'IVAC. Maintenant, il faut savoir que ça s'est ouvert à beaucoup plus de professionnels. Donc, les critères pour être fournisseur IVAC, c'est seulement d'être dans un ordre professionnel. Donc là, maintenant, il y a des sexologues, des criminologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, psychoéducatrices là, qui peuvent être fournisseurs IVAC. Comment ça fonctionne là, quand la personne est fournisseur IVAC? C'est que la personne n'a pas besoin de payer pour les consultations parce que le professionnel va facturer directement à l'IVAC. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que si jamais le professionnel, parce que IVAC rembourse un maximum de 94,50 de l'heure. Donc, dans le cas où les professionnels chargent plus cher de l'heure, donc par exemple comme 120 de l'heure, ça se peut qu'ils demandent à la personne victime de payer la balance qu'IVAC ne paye pas. Donc, c'est une chose importante à savoir. C'est aussi possible que les personnes victimes choisissent un professionnel qui n'est pas fournisseur IVAC, donc un professionnel de leur choix. Mais par contre, il faudrait qu'elles payent elles-mêmes les consultations, qu'ils gardent les factures et après ça, encore une fois, IVAC pourrait rembourser un maximum de 94,50 $. C'est quand même important que les professionnels, même s'ils ne sont pas fournisseurs IVAC, s'ils aident quelqu'un dans un mandat IVAC, il faut qu'il le sache parce que ça inclut que les consultations soient centrées sur l'acte criminel qui a été indemnisé et ses conséquences. Ça veut dire que les consultations ne peuvent pas déroger de ça, donc ça peut être quand même plus limitatif. Savoir aussi qu'IVAC peut aussi demander là, des rapports aux professionnels qui offrent ces consultations-là. Donc, nous, on avise toujours les personnes d'aviser quand même les professionnels que ce serait dans le cadre d'un mandat IVAC parce qu'il y en a qui, malheureusement, ils ne voudront pas. Pour les autres catégories qu'on a vues plus tôt, donc quand on parle des proches, par exemple, en général, ce qui est offert, c'est un maximum de 30 séances là, avec un professionnel IVAC. Au niveau de l'aide financière qui peut être accordée aux victimes, il y a l'aide financière pour une perte de revenus. Donc, si la personne victime, elle a un emploi aussi, puis qu'à ce moment-là, elle ne peut plus retourner au travail, avec un papier du médecin, en fait, elle pourrait être en arrêt de travail et avoir le remboursement de son revenu à 90% de son salaire. Il y a aussi pour l'aide financière pour l'incapacité à vaquer à ses occupations habituelles. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, mais suite à l'acte criminel, ne peut pas aller travailler, ne peut pas vaquer à ses occupations habituelles. À ce moment-là, IVAC pourrait aussi offrir une aide financière aux victimes. Donc, c'est pour la personne victime et pour les parents aussi de l'enfant mineur qui est blessé ou décédé. La durée maximale de l'aide financière, elle est soit de 2 ou 3 ans. Et ça prend, là, comme je vous disais, une évaluation là, de santé d'un professionnel de la santé pour justifier l'aide financière.
Au niveau des sommes forfaitaires, il y a deux types de sommes forfaitaires qui sont données par IVAC. La première, c'est lorsque la personne victime a des séquelles, soit physiques ou psychologiques, des séquelles qui sont permanentes ou une atteinte temporaire, donc des séquelles temporaires. À ce moment-là, là, il va y avoir aussi là, un rapport qui va être donné par un professionnel de la santé, soit un médecin, un psychologue, des choses comme ça. Puis IVAC va se baser à partir d'une grille là, pour voir c'est quoi le montant qui peut être donné tout dépendamment là, des séquelles qui sont évaluées. Et il peut y avoir aussi une somme forfaitaire qui est donnée en cas là, de décès pour les proches de la personne victime. Donc, sinon, IVAC aussi, donc, il offre de l'aide financière, donc, pour la réinsertion sociale, donc, quand on parle de protection de la personne victime. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, justement, pour les victimes d'exploitation sexuelle, là, quand ils ont souvent des enjeux de sécurité. Donc, savoir qu'IVAC, il peut rembourser l'achat et l'installation d'un système d'alarme, peut aider à sécuriser le logement, donc, de faire des changements de serrure, de rembourser l'achat et installation de grilles, de barreaux. IVAC peut aussi rembourser des cours d'autodéfense. Il faut par contre savoir que pour que ce soit remboursé, il faut vraiment que ce soit un programme là, d'autodéfense. Fait que, par exemple, des fois, il y a des personnes qui m'avaient déjà demandé s'ils pouvaient se faire rembourser leur cours de boxe. Mais malheureusement, là, ben, sauf exception, là, mais malheureusement, c'est pas remboursé. Là, ça prend vraiment un programme d'autodéfense. Ils peuvent rembourser aussi donc des changements de nom. Donc, de déménagement. Donc, quand la personne a déménagé à cause de l'acte criminel là, pour sa sécurité. Donc, il y a des frais qui sont remboursés. Puis, il peut y avoir aussi des autres mesures de protection. Au niveau des autres aides financières possibles, ça peut être des aides financières au niveau de la réadaptation physique, euh, par exemple physiothérapie, ergothérapie, chiropratie. Ça peut être aussi au niveau de la réinsertion professionnelle, euh, au niveau là, de l'adaptation post-travail et autres. Euh, Ça peut être aussi des fois au niveau là, d'un cours scolaire, des choses comme ça. Il y a la réinsertion sociale au niveau là, de l'aide à domicile, l'adaptation à domicile, au niveau des mesures de protection aussi. Ils peuvent rembourser certaines mesures de protection. Il y a l'assistance médicale au niveau des médicaments, frais d'ambulance, des choses comme ça qui peuvent être remboursées et autres dépenses. Euh, Comme on dit tantôt, on parlait des tatouages. Là, oui, effectivement, ça peut être quelque chose qui est remboursé par IVAC. Là, quelqu'un qui veut se faire retirer un tatou ou couvrir un tatou, ça pourrait être quelque chose, mais c'est vraiment IVAC, là, l'agent d'enfant en indemnisation IVAC, qui va évaluer avec la personne victime qu'est-ce qui peut être remboursé là, plus précisément. Donc maintenant, on arrive à la partie qui va peut-être le plus vous intéresser, là, qui peut être un peu plus complexe avec les victimes d'exploitation sexuelle. Donc, quand on parle des changements de loi. Donc, parce que la loi de l'IVAC, elle a changé, comme on l'a dit. Donc, avant le 13 octobre 2021, on était sur la LIVAC, qui est la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Depuis le 13 octobre 2021, on est sur la LADVIC, donc la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la nouvelle loi, c'était seulement certains actes criminels qui étaient indemnisés. Donc, majoritairement, tout ce qui avait trait à la violence physique et les agressions sexuelles. Donc, depuis le 13 octobre 2021, comme on a vu tantôt, donc c'est maintenant toute infraction criminelle prévue dans le code criminel au niveau des crimes contre la personne qui sont indemnisés. Donc, ce que ça implique pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle, c'est que les infractions liées au proxénétisme et à l'exploitation sexuelle n'étaient pas acceptées avant octobre 2021, mais celles qui incluent de la violence physique ou sexuelle l'étaient. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que nous, quand on arrive pour aider les personnes à remplir des formulaires, une des premières questions qu'on va poser, c'est à quel moment ont eu lieu les actes criminels. S'ils ont eu lieu depuis la nouvelle loi, ben là, c'est beaucoup plus facile. On peut écrire qu'elle a été victime de proxénétisme, qu'elle a été victime d'exploitation sexuelle, puis il n'y a pas de problème. Avant le 13 octobre 2021, si on écrit ça, la personne ne sera pas acceptée parce qu'on sait que l'exploitation sexuelle n'était pas acceptée. Donc là, c'est là qu'on va devoir aller décortiquer un petit peu plus. On va devoir aller regarder un peu plus en détail. On s'entend que c'est extrêmement rare qu'une personne ait été victime de proxénétisme, d'exploitation sexuelle, puis qu'il n'y a jamais eu de violence physique, qu'il n'y a jamais eu d'agression sexuelle. On sait que l'exploitation sexuelle en tant que telle est une violence sexuelle. Fait que c'est vraiment plus un peu dans aller chercher là, peut-être des événements un peu plus précis pour aller chercher des éléments de violence physique et d'agression sexuelle.
Moi, j'informe toujours les personnes quand je le fais parce que pour expliquer pourquoi je pose certaines questions. Je vais toujours expliquer pourquoi. Bon, j'explique un peu les changements avec la nouvelle loi. Je leur explique là, que le proxénétisme n'était pas accepté. Donc, j'explique pourquoi je posais un peu plus de questions sur les différents types de violences parce que c'est pas idéal en général, là, mais bon, des fois, on n'a pas le choix là, de le faire à ce niveau-là. Pour les personnes qui pouvaient faire une demande avant la nouvelle loi, donc c'était la personne victime qui subit l'atteinte et seulement un ou une seule de ses proches, ainsi que les témoins présents sur le lieu qui pouvaient recevoir des indemnisations de l'IVAC. Donc, depuis le 13 octobre 2021, comme on a vu, donc c'est toutes les personnes victimes ayant subi l'atteinte, les proches et les témoins qui peuvent être indemnisés. Euh, Avant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remplissait le formulaire pour la personne victime, le ou l'approche qu'elle désignait était sur le même formulaire quand on faisait la demande, tandis que maintenant, les proches font maintenant leur propre demande. Donc, en fait, c'est le même formulaire que Julie vous a montré tout à l'heure. On utilise le même pour les proches là, et les personnes victimes. Donc, ce que ça implique pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle, mais c'est que maintenant, toutes les proches des victimes d'exploitation sexuelle, depuis la nouvelle loi, peuvent bénéficier de certains services. Donc, ça, c'est vraiment aidant parce que, par exemple, quand on parle des proches, des parents, par exemple, des victimes d'exploitation sexuelle, on sait qu'ils peuvent vivre énormément de conséquences. Donc, ils peuvent justement avoir le droit à des services de l'IVAC, puis en même temps, ça fait des bons facteurs de protection aussi là, pour ces victimes-là. Au niveau du lieu de l'infraction criminelle, comme je vous disais tantôt, avant le 13 octobre 2021, l'acte criminel devait avoir été commis au Québec, alors que maintenant, l'infraction criminelle peut être acceptée si elle a lieu ailleurs. Euh, donc, on parle dans d'autres provinces canadiennes ou dans d'autres pays. Donc, depuis la nouvelle loi, une personne qui est victime d'exploitation sexuelle dans d'autres provinces, d'autres pays, peut faire une demande IVAC selon certains critères. Donc, l'infraction doit être considérée criminelle selon le Code criminel canadien. La personne victime doit être soit citoyenne canadienne ou résidente permanente. Elle doit être domiciliée au Québec au moment de l'infraction criminelle et elle doit être demeurée au Québec au moins 182 jours au cours de l'année précédant euh, l'acte criminel. Au niveau du délai pour déposer une demande, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le 23 mai 2013, le délai pour compléter une demande était de 1 an. À compter du 23 mai 2013, le délai était de 2 ans, et ce jusqu'au changement de loi du 13 octobre 2021, où il n'y a plus aucun délai pour les infractions de violence conjugale, pour la violence sexuelle ou la violence subie durant l'enfance. Donc, pour les autres types d'actes criminels, le délai est de 3 ans maintenant. Mais sinon, là, il y a plus de délai pour violence conjugale, violence sexuelle et violence subie durant l'enfance. Donc, une personne qui a été victime d'exploitation sexuelle peut maintenant faire la demande. Là, il n'y aura plus de délai. Il faut quand même garder en tête que la criminelle, ben là, tu sais, de moins en moins, ça, c'est un enjeu, mais tu sais, la loi est entrée en vigueur en 1972, le 1er mars 1972. Euh, Dans les dernières années, des fois, tu sais, j'avais eu des personnes qui avaient été victimes au niveau plus de violences subies durant l'enfance que fallait vérifier, mais plus ça va, le moins c'est un enjeu, là, l'année où c'est entré en vigueur en 1972. Qui peut signer la demande? Ça, c'est quand même un changement important. C'est qu'avant le 13 octobre 2021, pour signer un formulaire IVAC, ça devait être toute personne âgée de 18 ans et plus. Donc, ça devait être soit un parent, un tuteur légal, ça pouvait être la DPJ. Euh, des fois, ça pouvait créer là, certains enjeux quand la victime elle était mineure, par exemple 15 ans, 16 ans, et que c'était son parent qui devait signer le formulaire. Maintenant, c'est toutes les personnes qui sont âgées de 14 ans et plus peuvent signer eux-mêmes leur propre formulaire.
Parfait. Avant d'aller là, j'ai vu qu'il y a comme 2 nouvelles questions dans le question-réponse. Donc, on demande si pour être fournisseur de services, le critère est limité à l'appartenance à un ordre professionnel ou est-ce qu'il peut y avoir des exigences supplémentaires, donc comme par exemple une maîtrise universitaire pour un travailleur social. Donc, non, là, il n'y a pas besoin de maîtrise, là. Donc, c'est vraiment de faire partie d'un ordre professionnel. Pas besoin de maîtrise. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes acceptées par l'IVAC si le préjudice n'est que psychique? Ben oui, là, en fait, les préjudices, c'est sûr que nous, quand on aide les personnes à remplir, ben, c'est assez rare là, qu'il y a vraiment juste du psychique. Tu sais, souvent, il y a du physique aussi. Tu sais, souvent, la personne elle a la difficulté à dormir, elle fait des cauchemars, il y a eu des changements dans son appétit, il y a des changements. Tu sais, en fait, je pense que ça m'est jamais arrivé qu'on voit jamais d'autres conséquences. Tu sais, souvent, elles vont beaucoup s'isoler, du social et tout. C'est sûr que quand on remplit cette partie-là, tu sais, moi, je spécifie toujours aux personnes que bon, c'est la partie un peu presque la plus importante pour l'IVAC. Là. Ils ont besoin de savoir c'est quoi les conséquences. Mais à un moment donné que la personne évite des conséquences, là, il n'y a pas de problème là, pour l'IVAC. Et est-ce qu'une femme proxénète pourrait demander une indemnisation en ce sens qu'elle a été manipulée pour devenir proxénète? Ben oui, dans le sens que si elle a été elle-même victime, donc si elle a été elle-même, on le voit aussi quand même souvent, là, qu'ils ont été elles-mêmes victimes d'exploitation sexuelle, de proxénétisme. Oui, bien sûr, elle peut remplir une demande là, qui sera centrée sur sa victimisation à elle. Exactement comme Anne le disait, dans le fond, c'est qu'elle va remplir la demande en tant que victime. Tu sais, dans le Mhm. fond, elle va parler de la situation de victimisation et des conséquences, là, soit physiques ou psychologiques, qui en ressortent. Parfait. Donc, on est rendu un peu aux autres spécificités qui sont liées à l'exploitation sexuelle. Bon, là, encore une fois, on vous en parle juste parce que ça nous est déjà arrivé, juste que vous restez en garde que ça peut être éventuellement un enjeu. Encore une fois, je rappelle que ça dépend toujours des agents dossiers, ça dépend toujours des dossiers. Mais c'est un enjeu qui peut être présent, entre autres, avec l'IVAC et la CSST. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, quand une personne a été victime d'actes criminels à l'intérieur, donc dans le cadre de son milieu de travail, on fait une demande à la CSST et non à l'IVAC. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la loi de la CSST prime sur la loi de l'IVAC. Fait que c'est-à-dire qu'il faut toujours faire une demande à la CSST, même si on pense être refusé, il faut faire une demande à la CSST. Dans le cas où est-ce que la CSST refuserait, à ce moment-là, l'IVAC pourrait indemniser la personne. Dans le cas des victimes d'exploitation sexuelle, depuis la nouvelle loi, ça cause pas vraiment de problème parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on peut juste tout simplement expliquer que la personne, elle a été victime d'exploitation sexuelle. Puis là, je parle plus quand les personnes sont victimes d'exploitation sexuelle dans des milieux comme par exemple dans des agences ou par exemple dans des salons de massage. Donc là, on peut tout simplement dire que la personne a été victime d'exploitation sexuelle dans un salon de massage, par exemple. Donc souvent, il va qu'ils comprennent quand même bien de quoi on parle, si on veut. Avant la nouvelle loi, on se rappelle que l'exploitation sexuelle n'était pas indemnisée, donc c'est là qu'on va devoir aller trouver un peu d'autres victimisations à l'intérieur des événements. Donc c'est là que des fois ça pourrait poser problème parce que par exemple si on écrit que la personne elle a été victime d'agression sexuelle par un client dans son salon de massage ou qu'elle a été victime de violence physique par son patron dans son salon de massage, bon ben là Vivac il pourrait dire ben là c'est une demande CSST qu'il faut déposer et non IVAC. Donc, on vous en parle juste que vous sachiez que ça peut éventuellement être un enjeu. Moi, ce que je fais maintenant, si jamais je remplis les demandes, que je me dis qu'il y a un risque qu'on se fasse demander de remplir une demande CSST pour éviter qu'il y ait des délais, j'explique encore une fois, j'informe la personne de pourquoi est-ce qu'il faut faire la demande CSST. Je donne toujours toute l'information. Je suis très transparente. Puis, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dépose les deux en même temps. Fait que je vais déposer une demande CSST en même temps que la demande IVAC. Ce que moi, je fais aussi pour éviter que la personne elle doive dealer avec la CSST, l'IVAC et tout, pour éviter toute revictimisation, je leur fais signer des autorisations de partage d'informations entre moi et l'IVAC et moi la CSST. Souvent, je peux aussi écrire, dans le fond, j'écris dans les formulaires de me contacter moi directement, je mets mon numéro de téléphone. Donc, comme ça, si la CSST, ils ont des questions, l'IVAC ont des questions, ils m'appellent moi, puis moi, je peux un peu gérer ça là, à la place de la personne. Donc, c'est juste que vous soyez consciente que c'est des enjeux qui peuvent être malheureusement possibles. Je vais terminer avec la partie l'aide financière, puis après ça, je vais pouvoir répondre à la question. Au niveau de l'aide financière en exploitation sexuelle, si la personne n'a pas de revenus,
C'est sûr que majoritairement, la demande qu'elle peut faire, c'est une demande pour l'incapacité à vaquer à ses occupations habituelles. Donc, si elle n'a pas de revenus puis qu'elle n'est pas prête à aller sur le marché du travail, à ce moment-là, on peut faire cette demande-là à IVAC avec un papier de médecin. On peut demander une demande d'indemnisation, d'aide financière pour l'incapacité à vaquer à ses occupations habituelles. Si, par exemple, elle avait un emploi ou, par exemple, moi, j'avais une victime qui était sortie du milieu de l'exploitation sexuelle, qui s'était trouvé un emploi par la suite et avec le processus judiciaire, ça avait là, fait ressurgir des réactions chez elle. Donc, à ce moment-là, elle ne se sentait plus en état d'aller travailler. Donc, on a fait une demande à IVAC pour qu'il y ait une aide financière pour la perte de salariale. Donc, c'est juste que la plupart du temps, en exploitation sexuelle, souvent, la demande va être plus pour l'incapacité à vaquer à ses occupations. Pour la question, pour celles qui n'ont pas eu de proxénète, peuvent-elles être indemnisées? En fait, c'est que pour faire une demande IVAC, à partir du moment où la personne est victime d'une infraction criminelle au Code criminel canadien, elle peut faire une demande à IVAC. Donc, elle peut faire une demande si, par exemple, elle était victime de voies de fait, d'une agression sexuelle, de menaces. Elle peut faire une demande pour, dans le fond, toute infraction criminelle où elle aurait été victime. Mais comment? Je sais pas si on le met comment, c'était en... Je propose peut-être que Ouais. Joanne et Marianne, c'est peut-être quand la présentation va être terminée, juste de poser votre question verbalement, parce que Moi, je pense que ça va être ça plus va être plus facile clair. que de refaire. Mais je OK. pense qu'on est arrivé à la fin de toute manière. Ouais, c'est vrai. On arrive à la fin, ça ne Ouais. sera pas très long. En fait, je voulais juste vous dire que si jamais une personne victime remplit un formulaire IVAC et qu'elle reçoit la décision que c'est refusé, à ce moment-là, c'est possible de remplir une demande de révision pour contester la décision. Je voulais vous le montrer, mais là, c'est quand même, c'est un formulaire qui se retrouve sur le site d'IVAC, là, qui est quand même, c'est vraiment demande de contestation. Dans le fond, on inscrit, comme on reçoit la lettre de la décision de refus, on inscrit la date qui est inscrite sur notre lettre, l'objet qui est inscrit sur notre lettre et la raison pour laquelle la victime souhaite contester la décision. Et la victime a 90 jours suite à la réception de la lettre pour contester une décision à IVAC. Puis à ce moment-là, ça va être envoyé au bureau au bureau là, de la révision d'IVAC. Donc, sachez là, qu'il y a un délai de 80 jours pour que la personne puisse contester la décision si jamais c'est refusé.